J'aborde le sujet qui me paraît être le sujet majeur de l'action française, et à chaque fois qu'on aborde ce sujet, on a affaire à des contradictions absolument ahurissantes. C'est le problème politique d'abord. On en entend parler dans des directions qui sont quelquefois contradictoires. Je suis supposé parler pendant une demi-heure, je vais tenir la demi-heure, et après cela, je me livrerai au jeu des questions. Alors, nous disons, j'ai donné comme titre « Le politique sans phare ». Le politique, je dis « le politique » pour employer l'expression de Julien Freund afin de distinguer le concept philosophique de la politique qui est la mise en œuvre d'un certain nombre de moyens. Nous aborderons, nous, le premier sujet. Je dis sans phare parce que le politique, comme la politique par conséquence, le politique a été grimé, spécialement depuis un siècle et demi, si vous voulez, à peu près, un siècle et demi, 2 siècles maximum, a été grimé, déformé, jusqu'à ce que d'autres essences que lui l'absorbent complètement. Et en premier lieu, il a été absorbé par l'économie à la suite des théories du socialiste utopiste Saint-Simon. Rappelez-vous, cette formule qui est l'une des clés de la destruction libérale, remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Le jour où on a admis cette formule, on a complètement bouleversé le politique, on l'a détourné de sa fonction, et du point de vue anthropologique, ça a des conséquences absolument catastrophiques. Ça, c'est le premier déguisement, si je peux dire, qui a été appliqué aux politiques. Le deuxième déguisement, c'est ceux qui veulent résorber en quelque sorte le politique, soit dans la morale, soit même encore pire, dans la religion. Cela nous oblige à aborder le problème des essences, car tout cela a sa place dans notre anthropologie, mais il ne faut surtout pas laisser contaminer les essences les unes par les autres. Donc, je reviens à Julien Freund, qui a écrit son livre Essence du politique, un livre absolument irremplaçable, qui met bien le politique dans la position qu'il doit avoir dans l'économie humaine. Faisons un petit pas en arrière, parce que avant d'aborder Julien Freund, il faut nous inscrire dans notre tradition philosophique d'action française, qui est celle d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. La première évidence qui saute à l'esprit, c'est que l'homme s'insère dans 3 niveaux d'être, et qu'à chacun de ces niveaux d'être correspond une nécessité naturelle. Premier niveau d'être, je suis désolé pour ces abstractions, mais si on ne rentre pas dans ces contraintes, on va se laisser égarer, soit par l'économie d'un côté, soit par la morale de l'autre, et on tue le politique, qu'on le veuille ou non. Donc, j'insiste bien là-dessus. L'homme, d'abord, c'est un être vivant. En tant qu'être vivant, il n'a qu'un seul et unique objectif, c'est la persévérance dans son être. Et la persévérance dans son être, dans les conditions qui lui sont, en tant qu'être personnel, qui lui sont les plus épanouissantes. Si vous plantez une fleur contre un mur, vous allez voir la fleur toute seule, elle va s'éloigner du mur, parce qu'elle veut capter le maximum de lumière, parce que c'est avec le maximum de lumière qu'elle épanouit son propre être. L'homme, comme être vivant, il est exactement dans la position de la fleur qui s'éloigne du mur pour capter le maximum de lumière. Au deuxième niveau, l'homme est un animal, et singulièrement, il est un mammifère. Et déjà, il sort à ce moment-là de son être personnel, puisque en tant qu'animal, et singulièrement, je le dis, en tant que mammifère, l'homme tente à se perpétuer. C'est l'instinct génésique. Et pour la plupart des animaux, et chez l'homme ça prend une proportion considérable évidemment, c'est l'éducation.
Il ne suffit pas d'engendrer, il suffit pas d'engendrer physiquement, il faut aussi engendrer intellectuellement, il faut engendrer moralement. Chez les animaux, ça dure plus ou moins longtemps. Il y en a chez qui ça dure quelques jours, quelques heures, quelques mois, j'en sais rien. Chez certains animaux perfectionnés, ça dure plusieurs années. Chez l'homme, ça dure toute la vie. Et je sais de quoi je parle. On est sans arrêt en train d'engendrer. Ça, c'est le troisième, ça, c'est le second niveau en tant qu'animal, en tant qu'être vivant, en tant qu'animal. Et au troisième niveau, le niveau qui nous intéresse, c'est en tant qu'homme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il doit faire converger, l'homme doit faire converger dans quelque chose qui lui est spécifique, les nécessités d'être vivant et les nécessités de l'animalité. Eh bien, chez l'homme, cela s'appelle le politique, parce que l'homme a besoin de la communauté. L'homme est un être rationnel. Saint Thomas d'Aquin répète ça des dizaines de fois. L'homme est l'être rationnel par excellence. Et sa rationalité le contraint à la vie commune. Parce que c'est par la vie commune qu'il va pouvoir sauvegarder le besoin de la persévérance dans son être propre, et c'est par la vie commune qu'il va pouvoir faire suivre cette persévérance dans son être propre par la procréation et l'éducation. Et cela s'appelle la politique. Nous sommes là dans un donné purement naturel, et ça s'appelle la politique, et je le dis, c'est politique d'abord. C'est politique d'abord. On ne peut pas mettre en cause cet élément purement naturel. Politique d'abord. Il y a un ordre, le cosmos, qui est la mise en ordre du chaos par les dieux. Eh bien, ce cosmos est un ordre qui est de la nature, l'ordre naturel. On n'en sort pas. Est-ce que cela suffit? Eh bien, oui. Et cependant, non. Et cependant, non, parce que est-ce que l'idée d'un ordre naturel suffit? Oui, ça suffit. Bien sûr, ça suffit. Et cependant, on peut ajouter quelque chose. C'est que cet ordre que nous appelons l'ordre naturel, eh ben, on peut l'appeler aussi, parce que c'est vrai aussi, l'ordre créationnel. C'est-à-dire que cet ordre du monde que n'importe qui, avec n'importe quelle rationalité humaine, est capable d'appréhender, eh bien, un chrétien l'appréhende exactement comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais il y ajoute quelque chose, c'est que l'ordre naturel, c'est l'ordre créationnel. C'est-à-dire le cosmos, l'ordre du monde, c'est l'ordre voulu par Dieu. Et à chaque fois que vous dites « perquem omnia facta sunt », vous rendez hommage à la royauté de Jésus. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important, mais ça ne met absolument rien en cause et absolument aucun point en cause de l'ordre naturel. Maurras aborde le sujet, il dit dans les doctrines de constatation, quelle que soit la source de ma constatation, la constatation est la même. L'ordre naturel, c'est l'ordre créationnel. C'est la même chose. Alors, une fois pour toutes, je le dis, il n'y aura pas besoin d'y revenir, nous reconnaissons la royauté de Jésus-Christ à chaque fois que nous disons « perquem omnia facta sunt ». Voilà, politique d'abord. Ça s'impose, quelle que soit la source qu'on lui donne. Quelle que soit la source qu'on lui donne. Donc, j'en viens maintenant à cette idée des essences que j'ai suggérée tout à l'heure à propos de Julien Freud. Car évidemment, le politique, pour les raisons que nous venons de dire, et qui me paraissent absolument convaincantes, le politique est la première des essences. Est-ce que ça veut dire que c'est la plus importante sur le plan ontologique? Non, ce n'est pas la plus importante. Toutes les essences sont égales, parce que toutes les essences contribuent à faire que la nature humaine est ce qu'elle est. Alors, l'homme est un animal politique. L'homme est un animal politique, c'est ce que nous avons dit pour commencer, et puis nous l'avons redit pour suivre, et nous allons le redire maintenant. C'est ça le politique d'abord, c'est que l'homme est un animal politique.
N'est-il qu'un animal politique? Non. Alors, il y a d'autres essences. Il y a d'autres essences. L'autre essence, évidemment, c'est l'économie. Parce que cet homme, animal politique, qui a besoin de la vie collective pour s'épanouir, a un certain nombre de besoins. Ces besoins relèvent de l'ordre économique. La seconde essence, c'est l'économie. Il y en a d'autres, je vais vous les dire. Il y a aussi la connaissance. La connaissance. L'homme est un être de raison. Et parce qu'il est un être de raison, nous allons voir tout à l'heure que ça entraîne une conséquence fondamentale. Parce qu'il est un être de raison, l'homme cherche à connaître, à savoir, à apprendre, à ajouter quelque chose à ce qu'il sait déjà. Autre essence, l'art, incontestablement. Incontestablement, l'homme traduit un certain nombre de sentiments, sensations, expériences, tout ce que vous voulez, j'en sais rien, on peut et tout, j'ai trouvé un grand nombre de mots. Il traduit cela par des représentations dans lesquelles il exprime les choses de la façon la plus harmonieuse possible. Voilà les essences. Qu'est-ce que c'est, l'essence? Vous le voyez, Julien Freund dit à peu près ceci, c'est une catégorie fondamentale, structurante de la nature humaine et qui oriente d'une façon vitale tout l'agir humain. Je schématise, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si vous... Alors, je dis, il n'y a pas de supériorité ontologique, non, parce que aucune ne peut manquer. Si une seule manque, vous n'avez pas l'homme, vous avez autre chose. Sur le plan ontologique, elles sont égales, mais... Eh oui, elles sont égales. Mais, en réalité, et je pense que tout le monde le comprend avant que je ne le dise, c'est que les autres essences que le politique, elles ne peuvent se manifester que par la vie politique. Pour satisfaire ses besoins, évidemment, pour satisfaire ses besoins, l'homme ne va pas encore aujourd'hui sortir avec sa massue pour aller assommer un lièvre. C'est la société qui organise les moyens de la subsistance, et je parle de la nourriture, mais c'est valable pour tout le reste, c'est valable pour la construction des maisons, etc. Bon, voilà pour ce qui concerne l'économie, le besoin. En ce qui concerne la science, c'est exactement pareil, Chaque homme ne reproduit pas au cours de sa vie la totalité de l'expérience humaine, au contraire, il est un réceptacle de quelque chose qui remonte à des millénaires ou des siècles, je ne sais pas trop, c'est pas important. Il est un réceptacle et sa science, la science qu'il va acquérir lui, elle se fonde sur quelque chose qui est venu d'une vie politique qui, au cours des siècles, a duré et a amassé. Eh bien, il en est de même pour l'art, c'est évident, car les expressions artistiques sont variables, mais en réalité, l'homme est à la recherche de quelque chose qui traduit le plus bellement possible le fond de sa conscience, le fond de ses sentiments, etc. Alors, est-ce que, en ayant dit ça, nous avons épuisé la notion d'essence? Eh bien non, parce qu'il y a encore une essence dont je n'ai pas parlé exprès, parce que celle-là, elle nous pose un problème à part. Alors, nous avons dit, la politique d'abord, économie, science, connaissance, art, et la religion. L'homme est un animal religieux, c'est un des éléments structurants les plus fondamentaux de la nature humaine. Mais alors, pourquoi? Saint Thomas, qui dit tout et parfaitement, Saint Thomas dit parce que l'homme est un être de raison, il est spontanément porté
a trouvé une solution à sa recherche sur les causes premières. Ah, les causes premières. Et cela relève, je le répète encore une fois, et saint Thomas le dit et le redit, et Pie XII le redit dans son encyclique de 1950 qui s'appelle Humani Generis, si je me souviens bien, cela est du domaine de la pure nature. Ce n'est pas parce que l'homme a reçu une révélation, nous ne tombons pas dans le lubacisme de bas étage ou le blondélisme de bas étage. Bon, l'homme, Aristote dit textuellement, la nature ne fait rien en vain. Ah, quelle belle chose, la nature ne fait rien en vain. Et saint Thomas embraye, si je peux aussi m'exprimer, en disant « Parce que l'homme est à la recherche des causes premières, cela prouve qu'il a, au fond de lui-même, la capacité naturelle à les atteindre. » Et cela est tout à fait fondamental. Tout à fait fondamental. Nous allons voir tout à l'heure comment les choses se passent lorsque va arriver la révolution chrétienne, la révélation chrétienne, mais cette révélation chrétienne, moi je l'appelle la révolution chrétienne par rapport au monde antique. Lisez Fustel de Coulanges. Alors, voilà la place de cette essence parmi les autres, qui est cette essence humaine parmi les autres, qu'est la religion. Elle appartient à l'ordre de la nature. Il ne faudra jamais lâcher sur ce point. Jamais, jamais, jamais. Si vous lâchez sur ce point, vous allez laisser filer l'anthropologie dans des directions où après ça, vous ne contrôlerez plus rien. Alors, le cas que pose la religion est un cas très, très, très important. Parce que dans la cité antique, politique et religion sont complètement imbriquées l'une dans l'autre. Complètement imbriquées l'une dans l'autre. On ne fait aucune différence. Il y a dans le dernier chapitre du livre de Fustel de Coulanges qui s'intitule justement « La cité antique », vous avez une page extraordinaire, remarquable de clarté, où Fustel de Coulanges montre l'identité qui existe dans la cité antique entre le patriotisme et la foi. C'est par la cité que l'homme est en contact avec les dieux. Et inversement, les dieux font connaître leur volonté à l'homme par l'intermédiaire des magistrats de la cité. C'est une fusion complète. Et ça culmine, évidemment, ça culmine avec l'Empire romain, puisque dans l'Empire romain, ils ont atteint un sommet inimaginable, même pour Aristote, inimaginable, c'est que c'est César lui-même qui est Dieu. Alors, si César est Dieu, vous voyez bien que politique et religion n'ont aucune espèce de distinction. On est dans une espèce de méli-mélo, mais l'ordre social romain, comme l'ordre social des cités grecques d'ailleurs, sauf que les Romains l'ont poussé à un extrême extraordinaire. L'ordre, c'est vraiment une fusion la plus étroite possible par laquelle chaque homme est tenu en main. Lisez le dernier chapitre de Fustel de Coulanges. J'ai mis dans ma poche là des citations, mais j'ai pas le temps de faire des citations. C'est un cas absolument particulier. Alors, quand je disais tout à l'heure que la révélation chrétienne peut être appelée la révolution chrétienne, ben vous voyez bien ce qui va se passer. On voit bien ce qui va se passer. Dans la cité antique, c'est la cité qui est le médium, recto verso, j'allais dire, c'est plutôt vertical vers l'horizontal et horizontal vers le vertical, qui est le médium nécessaire entre les dieux et les hommes. La cité remplit
toutes les fonctions. La loi civile est la loi voulue par les dieux. Alors maintenant, voilà qu'arrive la révélation. Alors, faisons très attention à ce qui va se passer, parce que nous assistons là, avec la révélation, à quelque chose d'absolument spécifique qui va apporter dans le monde le plus extraordinaire des bouleversements. Le plus extraordinaire des bouleversements. Les premiers apologètes, par exemple Saint Justin, mettons au IIe siècle, à l'époque des Antonins, jusqu'à Marc Aurèle si vous voulez, il faut expliquer aux autorités romaines que l'on peut être un bon citoyen tout en ne respectant pas la religion de César. Pas facile, puisque César est Dieu. Comment peut-on être à la fois un bon citoyen et cependant dénier à César sa nature divine? Mais le conflit entre l'Empire romain et le christianisme, il est là. Il n'est pas ailleurs. Et les chrétiens avaient beau dire, avaient beau répéter sur tous les tons, nous respectons César en tant que souverain temporel, mais nous refusons de lui rendre les devoirs comme un dieu. Les empereurs romains ne pouvaient pas comprendre. Et ils accusaient les chrétiens d'être de mauvais citoyens. Alors, ils n'étaient pas de mauvais citoyens. Simplement, ils refusaient à la cité son monopole de médiumnité entre Dieu et eux, et inversement. Ils refusaient. Ce n'est plus désormais la cité qui est le médium entre Dieu et les hommes. Par la révélation chrétienne, c'est une autre société qui vient s'installer à côté de la première. Est-ce que ça met en cause la nature des choses? Pas du tout. Et les premiers chrétiens nous ont manifestement montré l'exemple. Si on les avait suivis, on n'en serait pas sur beaucoup de points où nous en sommes aujourd'hui. Les premiers chrétiens nous ont bien montré qu'il y avait deux sociétés qui, chacune, avait leur rôle. Alors, jusqu'à maintenant, nous faisions la distinction entre le temporel et le spirituel, et maintenant nous allons ajouter à cette distinction. C'est pas la même chose, c'est pas le même champ conceptuel, hein, je précise bien. C'est pas du tout le même champ conceptuel. La nature et la surnature. Et la surnature, ce n'est pas autre chose que la grâce. Et la grâce, elle a rigoureusement besoin de la nature pour exister. Et la nature, elle n'a pas besoin de la grâce pour exister. Elle n'a pas besoin de la grâce. Saint Thomas insiste sur les fonctions naturelles de la raison humaine qui nous guident. Et bien sûr, ça culmine à un moment donné, ça s'arrête. Autrement, ce ne serait pas la peine d'avoir inventé la grâce, si je peux ainsi m'exprimer. Mais il n'empêche, en aucun cas, la grâce ne remplace la nature. En aucun cas, la grâce ne compense les insuffisances de la nature. Jamais, jamais, jamais. Que fait la grâce? Elle surélève la nature. Ça c'est une autre chose. La raison humaine qui est de l'ordre purement naturel, à un moment donné, culmine. Elle culmine. Évidemment, si elle n'arrive pas à son point le plus élevé de capacité, elle ne s'élève pas à son plus élevé de capacité. Est-ce que la grâce peut intervenir? Non, pas du tout. Il faut que la nature soit arrivée au sommet de sa perfection pour que la grâce puisse être infusée. Alors là, oui. Alors là, dans ce cas-là, ça marche très bien. Et ça, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur. Bon. L'erreur de Léon XIII, l'erreur de Pie XI,
Léon XIII, qui, dans son je ne sais pas si ça s'appelle une encyclique d'ailleurs, c'est le texte qu'il a publié en français pour demander aux Français d'accepter volontairement et sans arrière-pensée, dit-il, la République. Quel argument donne-t-il, ce pauvre homme? Il dit, ça je vais vous lire le passage parce qu'il est vraiment extraordinaire. Extraordinaire à la fois de naïveté. Prenons comme point de départ une vérité notoire. C'est Léon XIII qui parle, hein. Une vérité notoire, souscrite par tout homme de bon sens et hautement proclamée par l'histoire de tous les peuples, à savoir que la religion et la religion seule peut créer le lien social, que seule elle suffit à maintenir sur de solides fondements la paix d'une nation. On croirait qu'il n'a jamais lu une ligne de saint Thomas d'Aquin. Et on croirait qu'il n'a jamais lu le dernier chapitre de Fussel de Coulanges, qui pourtant datait de quelques années avant lui. Ce qui fait le lien social, c'est la nature politique de l'homme. Et la religion étant l'une des 5, je dis toujours, moi, 5 essences. En réalité, Julien Freud en trouve 6, mais pour une raison philosophique que je veux pas soulever maintenant, il y en a une dont je ventile les effets dans d'autres essences. Bon, on peut en parler, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, les 5 essences dont la religion contribuent à souder le lien social. Elles sont égales, je vous l'ai dit, ontologiquement, mais s'il y en a une qui me prime les autres parce que c'est par elles, que les autres peuvent se manifester, c'est la politique. Et puis c'est tout. Alors, une autre citation. Celle-là, je veux pas la manquer. Celle-là. Politique d'abord, hein. C'est ça mon sujet. Politique d'abord. Voici la phrase de Maurras. Et cette phrase-là, elle devrait être écrite en lettres d'or dans tous les salons de nos familles. Si les saints peuvent prier en paix et les sages travailler avec fruit, c'est que l'épée guerrière menée par le sceptre des rois a déterminé autour d'eux la zone où ces occupations sublimes restent possibles. Comment peut-on dire mieux politique d'abord? Comment peut-on dire mieux? Et la fin de la phrase que vous connaissez tous, quand Syracuse est prise, Archimède est égorgé. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, tout à l'heure, je m'en suis pris à Léon XIII, mais j'ai encore quelques minutes. Mais je m'en prends de la même façon à Pie XI, parce que tous les deux imaginent, c'est-à-dire ils perdent la notion de la réalité, tous les deux imaginent que l'on peut greffer un élément surnaturel sain, par définition, sur des éléments naturels vicieux. Or, c'est impossible. Il faut que la nature arrive à son point de perfection. Alors, pourquoi le pape Pie XI en a-t-il tant voulu à Maurras? Leur opposition est irréductible. Il déteste, il rejette le politique d'abord, parce que, avec sa notion d'action catholique, il veut ensemencer chrétiennement des secteurs de l'activité commune. Or, ça ne marche pas, parce que la cité, elle est faite de différences, elle est faite de contraires, elle est faite d'oppositions qui peuvent converger, la question n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est impossible de faire greffer fructueusement du surnaturel sur du naturel dévié. C'est impossible. Donc, restons fermes. Je vais m'arrêter. Restons fermes.
il faut maintenir toujours, dans tous les sens que j'ai dit, et même au-delà, politique d'abord. Voilà.